En mai 1992, dans un village près de Moscou, on a vu une femme nommée Galina, agenouillée dans la terre noire fertile derrière une datcha en bois, plantant des pommes de terre de semences. Cette activité n'était pas un simple passe-temps, ni destinée uniquement au plaisir du week-end, elle constituait plutôt une provision cruciale pour la saison hivernale. Son époux était employé comme physicien dans un centre de recherche situé à Moscou. Depuis 4 mois, l'Institut avait négligé de lui verser son salaire. Chaque matin, les entrées de l'établissement continuaient de s'ouvrir, et le personnel en blouse de laboratoire y passait toujours. Le gouvernement avait simplement cessé ses allocations financières. Pendant la période soviétique, la parcelle de 600 mètres carrés derrière la datcha avait été utilisée pour cultiver des fraises pour les petits-enfants et des tomates pour les salades d'été. Cet endroit offrait de l'air frais, un espace pour cultiver des fleurs, et c'est là que leur fils avait appris pour la première fois à capturer des coléoptères dans un bocal. À présent, Galina plantait des pommes de terre dans chaque rangée disponible, labourant la terre au fur et à mesure. En mai de cette année-là, le rouble trouvé dans le portefeuille de son mari pouvait acquérir environ 1/25 des biens qu'il avait achetés en décembre. La caisse d'épargne d'État versait les dépôts avec des billets qui se dépréciaient plus rapidement que le caissier ne pouvait les compter. En 1992, une pension qui avait suffi à faire vivre une famille en 1991 pouvait à peine acheter un pain et une bouteille de kéfir. La pomme de terre n'est pas affectée par le taux de change. Elle continue simplement sa croissance naturelle. Au printemps 1992, des millions de foyers à travers la Russie, comprenant des professeurs, des ingénieurs, des chefs d'atelier et des instituteurs, ont imité les actions de Galina. Ils ont creusé les parterres de fleurs situés derrière leur maison de campagne du week-end et ont commencé à cultiver des plantes comestibles. Ce récit relate les événements qui se sont déroulés en Russie entre 1991 et 1998. Le récit, diffusé par la presse occidentale à ce moment-là, dépeignait une histoire de réforme, de développement du marché, de transition et d'une thérapie de choc douloureuse mais indispensable. On s'attendait à ce que cela débouche sur une structure économique européenne typique. Cependant, les preuves historiques révèlent un résultat différent. Lors de la dissolution du système soviétique, la classe moyenne instruite, y compris les ingénieurs, les scientifiques et les universitaires, les mêmes individus qui avaient fait la force de l'Union soviétique, a presque tout perdu. Ceux qui ont réussi à survivre, et dans certains cas même à prospérer, n'étaient pas ceux dont les murs affichaient des diplômes. Il s'agissait plutôt d'individus avec des pommes de terre stockées dans leur cave, des dollars cachés dans des bocaux, des mains capables de réparer un moteur cassé, et un réseau de faveurs que leur devaient des personnes qu'ils avaient aidées tout au long de leur vie. Avant de poursuivre, il est important de noter que ceci constitue une information historique, et non un conseil financier. Veuillez effectuer vos propres recherches indépendantes. Transportons-nous brièvement à Moscou pendant les derniers jours de l'Union soviétique. Les étagères des magasins d'État étaient vides depuis des mois avant que le drapeau rouge ne soit abaissé du Kremlin. Un client pouvait passer 2 heures à faire la queue juste pour une boîte de sardines. Une femme au foyer échangeait des chuchotements pour savoir quel magasin, dans quel quartier, pourrait éventuellement avoir du beurre cet après-midi-là. Les cigarettes s'étaient transformées en une forme de monnaie secondaire, la vodka servant de 3e. Un visiteur étranger, sortant d'un hôtel avec un paquet de Marlboro, pouvait festoyer comme un boyard pendant une semaine entière. Avant que le système soviétique officiel n'épuise ses ressources financières, il avait déjà épuisé ses stocks de biens. Le jour de Noël 1991, lorsque Gorbatchev quitta ses fonctions, le rouble perdait rapidement son pouvoir d'achat. Partout dans le pays, l'argent était caché sous les matelas. Les directeurs d'usines ont commencé à rémunérer leurs employés avec les produits fabriqués par leurs installations, tels que des sous-vêtements, des pneus de tracteur ou du papier toilette, car ces articles conservaient leur valeur alors que le rouble non. Par exemple, un employé d'une usine de camions de l'Oural pouvait recevoir la moitié de son salaire en bougies d'allumage, et un ouvrier d'une verrerie pouvait être payé en verre à boire. Il ne s'agissait pas de formes de paiement abstraites. Les employés transportaient ces articles vers les marchés locaux, les échangeaient contre des produits de première nécessité comme le pain et le lait, puis ramenaient les provisions chez eux. La monnaie avait cessé de fonctionner comme argent. Ce sont les marchandises qui avaient assumé le rôle de devise. Une nouvelle administration a pris les rênes au milieu de cette situation chaotique.
et la désintégration a été officiellement scellée par une signature le 3 décembre 1991. Boris Eltsine a autorisé un décret qui a déréglementé les prix instantanément, plutôt que de mettre en œuvre le changement progressivement ou sur une période prolongée. À compter du 2 janvier 1992, le gouvernement a cessé de dicter les prix que les magasins pouvaient fixer pour les articles essentiels tels que le pain, le lait, la viande, les bottes et le savon. Cette politique a été appliquée universellement et simultanément. Ce concept est né avec Egor Gaïdar, un économiste de 35 ans, qui était à la fois le petit-fils d'un célèbre écrivain soviétique pour enfants et un universitaire ayant étudié les réformes économiques polonaises. Sa conviction était que la Russie nécessitait la même approche que celle adoptée par la Pologne, un départ abrupt et décisif de son système économique planifié, comparable à arracher un pansement, endurer l'inconfort immédiat et finalement en ressortir dans un meilleur état. Au cours du premier mois, les prix ont bondi de 300%. À la fin du premier trimestre de 1992, les prix avaient augmenté à un taux annuel de 1000%. Le taux d'inflation officiellement rapporté a atteint 2508%. En une seule année, les prix ont été multipliés par 26. La contre-mesure de la Banque centrale a consisté à émettre des roubles supplémentaires. Les usines étaient incapables de rémunérer leurs employés, qui à leur tour se retrouvaient dans l'impossibilité de payer leur loyer, tandis que les retraités étaient privés des moyens d'acheter de la nourriture. Craignant de perdre les prochaines élections, le gouvernement a laissé la valeur du rouble continuer sa chute. En juillet 1992, un seul dollar américain équivalait à 125 roubles. Ce taux de change est passé à 414 roubles par dollar début 1993, puis à 1247 en 1994, et enfin à 3627 au début de 1995. C'était un effet cumulatif. De 1991 à 1995, le taux d'inflation cumulé a grimpé à 200 000%. Considérez le sort d'un ingénieur soviétique qui avait épargné avec diligence pendant 3 décennies. Un homme qui avait satisfait à toutes les attentes de sa société. Il a poursuivi ses études assidûment, est devenu membre de l'Institut et a contribué au programme spatial. En 1990, il a déposé 10 000 roubles à la caisse d'épargne d'État pour sa retraite. En 1995, cette somme identique, qui aurait pu acheter une voiture, suffisait à peine à acheter 1 kilogramme de saucisses. Le discours officiel a présenté ce résultat comme le coût nécessaire de la transition économique. Cependant, les récits historiques révèlent que c'était la conséquence d'un choix différent, la décision de sauvegarder les intérêts de l'État et de ses oligarques, tandis que les citoyens ordinaires, qui avaient épargné, voyaient leur sécurité financière s'évanouir. Les individus possédant des informations privilégiées ont réussi à conserver leurs actifs financiers. Ils savaient quelles institutions bancaires étaient fiables, quels actifs appartenant à l'État seraient privatisés à des coûts négligeables et quels fonctionnaires autoriseraient des directives spécifiques. En conséquence, ils ont acquis des usines industrielles, des champs pétrolifères, des sites d'extraction de nickel et des réseaux de diffusion. De 1994 à 1996, un système connu sous le nom de prêt contre action a facilité le transfert de plusieurs des plus importantes entreprises russes, dont Norilsk Nickel, Yukos, Sibneft et Lukoil, vers la propriété privée pour une simple fraction de leur valeur marchande réelle. Un petit groupe de financiers a fourni des fonds à un gouvernement désespérément à court d'argent. En retour, le gouvernement a offert des actions d'entreprises d'État en garantie. En cas de défaut de paiement des prêts, ces banquiers ont pris possession des actions. Une usine sidérurgique, générant des milliards de revenus annuels, a été acquise pour seulement 100 millions de dollars. De même, un conglomérat de nickel, responsable d'un 1/5 de la production mondiale de palladium, a été vendu à un prix inférieur à celui d'une résidence à New York. Ce qui s'est produit n'était pas une véritable transaction de marché, mais plutôt une division des actifs. En conséquence, un petit nombre d'individus ont accumulé d'immenses richesses, devenant milliardaires. Alors que les actifs financiers de 150 millions d'individus étaient en ruine, le reste de la population se concentrait simplement sur la survie.
À ce stade, les salaires ont cessé d'être versés, même pour ceux qui étaient officiellement employés. Officiellement, ou sur le papier, les ingénieurs, les enseignants et les mineurs de charbon étaient toujours considérés comme employés. Bien qu'ils continuent à se présenter au travail, leur rémunération était retenue. À l'approche de la fin de l'année 1998, 2 travailleurs russes sur 3 ont déclaré qu'on leur devait des arriérés de salaire. En moyenne, un employé touché avait accumulé près de 5 mois de salaires impayés. Les établissements d'enseignement ont fonctionné pendant une année entière sans que leur personnel ne reçoive de salaire. En mai 1998, les mineurs de charbon de Vorkouta ont bloqué le chemin de fer transsibérien en raison de leurs salaires impayés. Les établissements médicaux ne comptaient que sur des bénévoles non rémunérés pour leurs opérations. Les instituts de recherche sont restés opérationnels, les lumières allumées, même si tous leurs scientifiques ne recevaient aucune rémunération pendant de longues périodes. Un physicien nucléaire de Doubna, dont les contributions étaient vitales pour la construction des réacteurs soviétiques, a dû conduire un taxi la nuit pour subvenir aux besoins de sa famille. Une professeure de l'université d'État de Moscou, spécialisée en littérature classique, a progressivement vendu sa bibliothèque personnelle, volume par volume, sur les marchés du week-end situés rue Arbat. Pour acheter du lait, un ancien général s'est séparé de ses décorations militaires. Ces récits ne sont pas exagérés. Ils représentent plutôt les souvenirs enregistrés de toute une génération. L'aspect crucial est le suivant. La catastrophe n'a pas été reflétée dans les statistiques officielles du chômage. Les individus continuaient d'être inscrits sur les registres officiels de l'emploi. Le gouvernement russe a dissuadé les entreprises de licencier des employés, car un chômage généralisé entraînerait un fardeau politique excessif. En conséquence, les employés conservaient leur titre professionnel, mais voyaient leurs revenus disparaître, du moins officiellement. En réalité, rien n'avait changé. L'élite instruite avait été dépouillée de tout ce qu'elle possédait. Le coût en vie humaine fut immense. L'espérance de vie moyenne des hommes russes est passée de 65 ans en 1987 à 57 ans en 1994, soit une perte de 8 ans en moins de 10 ans. Un universitaire de l'American Enterprise Institute a qualifié cela de catastrophe d'une ampleur sans précédent. Au cours des années 1990, 5 millions d'hommes russes ont péri, qui auraient survécu si les chiffres de mortalité de la fin de l'ère soviétique étaient restés constants. Cela s'est produit en temps de paix, touchant 5 millions d'individus. Les suicides ont dépassé les 40 pour 100 000 habitants, la consommation d'alcool a triplé, et les décès liés à des maladies cardiaques chez les hommes adultes dans la fleur de l'âge ont fortement augmenté. Ce scénario s'est répété maintes fois dans d'innombrables foyers. Un homme devenait soit au chômage, soit continuait à travailler sans rémunération, soit voyait ses fonds accumulés disparaître. Il se mettait à boire, sa femme le quittait, et il mourait. Tel fut le coût de ce que les médias occidentaux avaient qualifié de changement essentiel. Pourtant, il existe un autre aspect, que les récits historiques minimisent souvent. Alors que l'économie nationale s'effondrait, un système économique différent assurait la subsistance de la population. Considérons la datcha pendant la période soviétique. Le gouvernement avait attribué de modestes parcelles de terrain, spécifiquement 6 sotka, soit 600 mètres carrés environ, 1/7 d'acre, aux citadins pour des escapades récréatives le week-end, propices à la culture de fleurs et à l'accueil de visiteurs. Environ un quart des familles urbaines russes avaient accès à une telle parcelle dans les années 1980. Suite à la dévaluation du rouble, ces parcelles de terrain cessèrent d'être de simples passe-temps. Elles se transformèrent en un moyen de subsistance. Au milieu des années 1990, les petits jardins familiaux appartenant aux Russes ruraux et urbains représentaient 90% de la production totale de pommes de terre du pays. De ces terres provenaient 80% de tous les légumes, 87% de tous les fruits et près de 60% de toute la viande. Cette nation, la deuxième plus grande du monde et une puissance industrielle, se targuant de l'une des structures agricoles collectives les plus vastes de l'histoire, a nourri sa population en utilisant seulement 3% de son territoire cultivable. Cela n'a pas été réalisé par des livraisons aux céréales gouvernementales ou de grandes entreprises agricoles, mais par des familles individuelles maniant des pelles. Les immenses complexes agricoles d'État avaient échoué. Les supermarchés étaient soit peu approvisionnés, soit d'un prix prohibitif, même lorsqu'ils étaient pleins. Et la monnaie nationale, le rouble, avait perdu toute valeur. Le pays a échappé à la famine. Cela grâce à Galina et 35 millions d'autres foyers russes qui avaient transformé leurs jardins fleuris en potagers. Les pommes de terre ignorent les taux de change.
le chou ne lit pas les journaux, et la poule du jardin n'attend pas sa paix. Les foyers possédant une datcha et plusieurs centaines de mètres carrés de terrain pouvaient subvenir à leurs besoins alimentaires. En revanche, les familles dépourvues d'une telle parcelle étaient contraintes d'acheter des provisions avec de l'argent qui perdait rapidement sa valeur. Une étude significative, bien que souvent ignorée, a révélé que le gouvernement soviétique n'avait autorisé la culture en datcha que sur des terrains improductifs, tels que les pentes, les zones pierreuses et les parcelles jugées impropres par les fermes collectives. Bien que situés sur les sols les plus pauvres du pays, ces dachas produisaient une part considérable de l'alimentation russe. Cette production se faisait sans l'aide d'engrais chimiques, de tracteurs ou de tout autre équipement jugé essentiel par les entreprises agricoles d'État. Seules les familles, munies de pelles et de semences conservées de la récolte de l'année précédente, participaient. De plus, un autre phénomène se produisait à la datcha, un phénomène qui n'apparaissait pas dans les statistiques agricoles. La parcelle de terrain est devenue le point central de la famille élargie, y compris une grand-mère qui ne touchait plus sa pension. Même un petit-fils au chômage pouvait encore cultiver le potager et faire pousser des tomates. Un voisin dont la clôture était endommagée pouvait échanger un après-midi de travail contre un sac d'oignons. La datcha apportait un soutien aux individus de deux manières. Elle produisait de la nourriture et elle favorisait simultanément un sens à leur vie. Un homme au chômage, qui pouvait encore ramener des provisions de la datcha à la maison pour son conjoint et ses enfants, gardait sa dignité. En revanche, un homme qui restait seul dans un appartement vide ne conservait pas cette dignité. Cela représentait la première solution efficace. Non pas un outil monétaire, mais plutôt une pomme de terre et une raison impérieuse de se lever le matin. Le facteur suivant était le commerce. En 1993, Moscou était submergé d'ingénieurs au chômage. Parallèlement, la ville était également envahie de véhicules japonais. Alors que l'Union soviétique avait auparavant limité les importations, l'ouverture de ses frontières a entraîné un afflux de Toyota et Nissan d'occasion à Vladivostok et Nakotka. Importés des casses japonaises, ces véhicules ont traversé le réseau ferroviaire russe et sont devenus omniprésents sur les grandes artères de chaque ville. Ces véhicules tombaient fréquemment en panne car leur conception était adaptée aux routes, au climat et au carburant japonais, plutôt qu'aux routes russes difficiles, aux hivers rigoureux et au type de carburant spécifique. La capacité de réparer l'un de ces véhicules conférait instantanément une valeur considérable à son propriétaire. Un mécanicien automobile, anciennement employé par un garage d'État, travaillait désormais à son compte. Sa rémunération était versée en argent, et parfois en nature, comme de la vodka ou du bois de chauffage. Alors que les équations d'un physicien n'offraient aucun moyen de couvrir un prêt immobilier, un mécanicien pouvait y parvenir grâce à ses outils. Ce principe s'appliquait également aux artisans, tels que les plombiers, les électriciens, les soudeurs et les couvreurs. Ceux qui étaient capables d'effectuer des tâches concrètes de leurs mains accumulaient des richesses considérables, dépassant la situation financière de leurs anciens camarades de classe. Un récit récurrent dans les mémoires de Russes ordinaires de cette période raconte la rencontre entre un diplômé universitaire et un ancien ami d'école. Le diplômé, titulaire de 3 diplômes, n'a pas mangé de viande depuis un mois. L'ami d'école, qui a abandonné après la 10e année pour apprendre la soudure, porte de nouvelles bottes. Le diplômé est poli, l'ami d'école lui propose de lui offrir le déjeuner. Un doctorat n'était que théorique. Un certificat de soudure était un gagne-pain. C'était la vérité la plus crue de la Russie des années 1990. Le système éducatif soviétique avait préparé toute une génération à un monde qui n'existait plus. Les physiciens du plasma s'étaient formés aux réacteurs à fusion, mais l'État ne les finançait plus. Les ingénieurs aérospatiaux s'étaient formés à la conception de missiles, mais l'État ne les construisait plus. Les chefs d'orchestre s'étaient formés à diriger des orchestres qui n'attiraient plus de public capable de s'offrir des billets. Les artisans, cependant, s'étaient formés à réparer des choses, et les choses continuaient de se casser. Une implication plus profonde, ici, est qu'une compétence spécialisée ne conserve sa valeur que si le système spécifique qui la demande fonctionne toujours. Une compétence généraliste, qui résout des problèmes communs à chaque foyer, petite entreprise et garage, conserve sa valeur à travers différents systèmes.
Une canalisation cassée est une canalisation cassée dans n'importe quel modèle économique. Un hiver froid est un hiver froid sous n'importe quel régime. Les plombiers, les installateurs de poêles et les électriciens ont survécu parce que les problèmes qu'ils résolvaient n'ont pas disparu avec l'Union soviétique. Cela représentait la deuxième stratégie efficace. Les métiers qualifiés, un travail qui ne pouvait être ni externalisé, ni rendu obsolète. En raison de son caractère intrinsèquement local, un phénomène distinct et parallèle est apparu, méritant sa propre appellation spécifique. Le terme Chelnoki dérive de Chelnok, désignant une navette de tisserand qui se déplace de manière répétée à travers un métier à tisser. Tout au long de 1992 et 1993, les Tchelniki étaient des millions de Russes qui traversaient à plusieurs reprises les frontières internationales, transportant des sacs en plastique bon marché remplis de marchandises, vers la Turquie pour des vestes en cuir et des serviettes, vers la Pologne pour du savon et des cosmétiques, vers la Chine pour ceux de l'Extrême-Orient pour des vêtements et des outils, et vers la Finlande pour du café et du chocolat. Ils achetaient des marchandises à un certain prix, puis les revendaient à un autre sur les marchés en plein air improvisés qui surgissaient dans chaque ville russe. Une partie considérable des Tchelnoki était composée de femmes, des institutrices dont les salaires avaient cessé, des bibliothécaires de bibliothèques fermées et des ingénieurs d'installations de défense qui n'avaient plus de contrat. Elles traversaient la frontière avec une quantité de roubles comparable à une pension qui avait été convertie en dollars. Après avoir rempli un sac en plastique rouge et bleu de marchandises, elles rentraient chez elles, en avion ou en train, pour passer 4 heures d'affilée à vendre des jeans sur un marché enneigé. Cette entreprise était peu glamour, physiquement épuisante et souvent dangereuse. Des femmes, dont certaines étaient titulaires de doctorats, se tenaient dans la neige, négociant le prix d'un pull. À l'époque soviétique, elles auraient été qualifiées de spéculatrices et auraient risqué l'incarcération pour les actions mêmes qu'elles accomplissaient désormais. Elles enduraient l'humiliation pour subvenir aux besoins de leurs enfants. Les Tchelnoki étaient les individus qui ont fait avancer la Russie des années 1990. Au milieu de la décennie, les marchés en plein air qu'ils approvisionnaient avaient considérablement grandi. Chaque année, le marché Tcherkizovski de Moscou, ainsi que des dizaines de marchés plus petits dans chaque ville, généraient des dizaines de milliards de dollars de transactions. Ce n'étaient pas des investisseurs financiers. C'était plutôt des professeurs d'école transportant des valises. Le principe fondamental incarné par le tchénik, tout comme celui du mécanicien automobile, est que lorsque l'économie officielle vacille, la survie dépend d'individus capables d'accomplir des tâches pratiques. Aujourd'hui, un client pourrait acheter un billet d'avion, une valise, 12 heures d'effort, un modeste bénéfice sur un pull ou les bottes que vous porterez d'ici vendredi. Ce n'était pas un emploi prestigieux. C'était un travail essentiel à la survie, poussant des millions de Russes instruits à surmonter leur fierté et à s'y engager. Le dollar constituait le troisième facteur déterminant. Cependant, avant la prééminence du dollar, il existait une phase de transition importante qui mérite d'être comprise. Au milieu des années 1990, l'économie russe n'a pas simplement transité de l'utilisation des roubles au dollar. Au cours de plusieurs années, la monnaie elle-même a presque disparu. En Russie, en 1998, plus de 50% de tous les échanges industriels se faisaient sans l'utilisation de monnaie. Les fabricants rémunéraient leurs fournisseurs avec des produits finis. À leur tour, les fournisseurs rémunéraient leurs employés avec ces mêmes articles. Les autorités locales recevaient des contributions fiscales sous forme d'électricité, de barres d'acier ou de composants pour tracteurs. En 1997, moins de 60% des impôts fédéraux collectés étaient perçus en monnaie réelle. Le reste était réglé par des arrangements compensatoires. Alors que les économistes appelaient cela la démonétisation, en pratique cela ressemblait à une nation revenue à un système de troc médiéval. Des poutres étaient utilisées par une aciérie pour compenser une mine de charbon. Par la suite, la mine de charbon rémunérait une centrale électrique avec du charbon. Les travailleurs de la centrale électrique recevaient leur paiement sous forme de bons d'échange de kilowattheures, échangeables contre de la nourriture à prix réduit. Dans certains magasins, chaque transaction entraînait une réduction de valeur. Chaque échange se traduisait par une légère dépréciation. Cependant, en raison de l'extrême rareté des liquidités et de l'instabilité du rouble, les individus préféraient la réduction de valeur au risque inhérent. C'est dans ce contexte que le dollar revêtait de l'importance. Au milieu des années 1990,
La plus grande quantité de devises américaines en dehors des États-Unis était détenue par les Russes ordinaires. Le Trésor américain estimait que les Russes conservaient entre 40 et 50 milliards de dollars en espèces physiques, cachés dans des boîtes à biscuits, sous des matelas, dans des boîtes à chaussures et au fond des armoires. Cela représentait 40 à 50 milliards en monnaie physique, non pas sur des comptes bancaires, mais sous forme de billets de banque. Dès qu'un Russe gagnait un peu d'argent supplémentaire, sa première action était de trouver un kiosque et de le convertir en dollars. Non pas pour le déposer à la banque, mais pour le garder personnellement en sa possession. Les banques avaient le pouvoir de geler les dépôts, le gouvernement pouvait dévaluer le rouble, et l'inflation était capable de dévorer les économies en une seule semaine. Un billet de 100 dollars conservé dans une boîte à café gardait sa valeur de 100 dollars. Puis vint le mois d'août 1998. Pendant environ un an avant cela, la situation semblait se stabiliser. Le rouble avait maintenu un taux d'environ 6 pour 1 dollar pendant près de 12 mois. L'inflation était tombée à un chiffre à 2 chiffres. À Moscou, une classe moyenne naissante avait commencé à émerger, composée de jeunes professionnels employés dans des banques, des cabinets de conseil et des journaux. Ils avaient cessé de cacher des dollars sous leur matelas. Au lieu de cela, ils commençaient à déposer des roubles dans des banques commerciales récemment établies. Ils avaient commencé à croire que la période la plus difficile était terminée. Le gouvernement a fait défaut sur sa dette intérieure le 17 août 1998. La Banque centrale a cessé ses efforts pour défendre le rouble. En l'espace de 3 semaines, le taux de change a chuté de 6 roubles pour 1 dollar à 21. Les banques ont ensuite fermé leurs opérations. Lorsque les titulaires de comptes sont revenus 6 semaines plus tard, ils se sont retrouvés incapables d'accéder à leurs fonds. Ils ont récupéré des roubles qui avaient perdu la moitié de leur valeur initiale. Les dépôts en devises étrangères, en particulier les dollars que les gens avaient confiés aux banques, n'ont été restitués par ces institutions qu'après avoir été convertis de force en roubles au taux de change précédent. Un vol invisible, cela représentait une deuxième dévastation pour l'épargnant russe en un seul été. Des retraités moscovites se sont rassemblés devant la banque principale, brandissant des pancartes faites à la main sur lesquelles on pouvait lire « Rendez nos fonds ». Les Russes, qui avaient retiré leurs fonds du système financier et acquis des dollars américains physiques, sont restés indemnes. Ils se sont rendus au stand du vendeur, ont échangé 100 dollars au taux de change actualisé et ont pu acheter le triple de la quantité par rapport à la semaine précédente. Les personnes qui avaient fait confiance à l'institution financière ont subi des pertes totales à 2 reprises. D'abord à cause de l'hyperinflation de 1992, puis en raison du défaut de paiement de 1998. En l'espace de 7 ans, il y a eu 2 périodes de dévastation totale. Cela représente une tendance récurrente. Les événements historiques se répètent. En novembre 1923, dans l'Allemagne de Weimar, une femme dont l'épargne était en marque-papier a découvert que pour acheter une seule miche de pain, il fallait une brouette pleine de billets. Le voisin, ayant échangé ses marques contre des francs suisses, des terres agricoles ou une cachette de pièces d'argent dans un coffre sécurisé, est resté indemne. Et alors que l'unité monétaire était devenue sans valeur, l'actif qui conservait sa valeur avait perduré. Pendant la crise argentine de 2001, les personnes qui ont subi le corralito ont gardé des dollars américains physiquement en leur possession, au lieu de les avoir sur des comptes bancaires libellés en dollars. L'État a imposé un blocage. Les autorités ont transformé ces avoirs en pesos, les évaluant à seulement un faible pourcentage de leur valeur réelle. Les billets sont restés de l'argent liquide, physique. Le processus sous-jacent est identique. Une fois que le gouvernement épuise ses fonds, il saisit les actifs de toute source à laquelle il peut accéder. Ce qui reste invisible ne peut être saisi. Un réseau fonctionnel constitue le 4e élément efficace. Il existe un terme russe, blat. Ses origines sont antérieures au système soviétique et à l'Empire russe. Cela fait référence à un acte de gentillesse réciproque entre connaissances. Par exemple, un parent travaillant dans une laiterie vous fournissant du beurre. Un voisin au service postal réservant un colis. Ou un ancien camarade de classe dans les forces de l'ordre faisant disparaître une contravention. Pendant l'ère soviétique, la pratique du blat aidait les individus à contourner les pénuries. Pendant l'effondrement de la société, cela a été essentiel à leur survie. L'ouvrier, ayant accumulé toute une vie d'actes réciproques, a pu traverser la crise en troquant ses services. Son ami électricien a refait l'installation électrique de la maison de campagne, recevant en échange un sac de pommes de terre. Son cousin, le boucher,
lui réservait les meilleures pièces de viande. Sa belle-fille, employée à la polyclinique, a trouvé un médecin qui a réellement examiné sa femme. La monnaie n'avait plus de valeur. La confiance, elle, n'avait pas disparu. Les Russes, qui avaient consacré leur carrière à aider les autres, disposaient d'un réseau de protection. Inversement, les Russes, dont l'utilité se limitait à l'État, ne possédaient rien. Une compréhension plus profonde se dissimule dans le récit du Blatt. Chaque société possède une variante de ce système interconnecté. Dans les zones rurales américaines, cela se manifeste par la congrégation de l'Église et les pompiers volontaires. En Italie, ce rôle est rempli par la famille élargie. Dans certaines régions d'Afrique, cela prend la forme du club d'épargne. La manifestation particulière varie. Le processus fondamental reste constant. Quand la monnaie cesse de fonctionner, les actes réciproques commencent. Un individu qui a accompli 50 petits actes de bonne volonté pour ses voisins sur une décennie possède un actif immatériel qu'aucune banque centrale ne peut taxer et qu'aucun gouvernement ne peut saisir. Un tel actif rapporte en temps de crise et ne peut être acquis au dernier moment. On ne peut pas, en état de panique, entrer dans un quartier inconnu et acquérir 10 ans de bonne volonté. Ce réseau d'entraide réciproque se développe sur de nombreuses années par de petites actions qui forgent une personnalité que les autres sont enclins à aider. Cela représente la forme la plus ancienne de valeur accumulée sur Terre et c'est celle qui perdure au-delà de toutes les autres méthodes d'épargne. Le cinquième élément crucial, et un que les archives historiques sous-estiment grandement, était la langue. Une génération de professionnels hautement qualifiés, dont des physiciens, des mathématiciens, des ingénieurs, des hellénistes et des musicologues, avaient été formés par l'Union soviétique. Alors que la majorité ne parlait que le russe, un groupe plus restreint, composé d'enseignants en sciences humaines, d'experts en traduction littéraire, et parfois d'enfants de diplomates, avait acquis une maîtrise de l'anglais, de l'allemand ou du français. À leur arrivée à Moscou en 1992 et 1993, les entreprises occidentales à la recherche de personnel local ne montraient aucun intérêt pour le doctorat d'un candidat. Leur principale préoccupation était votre capacité à comprendre un contrat en anglais, à répondre aux appels téléphoniques en anglais et à accompagner un client de l'aéroport à son logement en utilisant l'anglais. Une personne qui avait auparavant enseigné la littérature anglaise dans une école normale régionale a occupé le poste de responsable de bureau pour une institution bancaire suisse. Un homme, dont le travail consistait à traduire de la poésie allemande, a été nommé représentant à Moscou pour une entreprise pharmaceutique allemande. Un linguiste, ayant consacré 2 décennies à l'étude des dialectes du Caucase, a ensuite été embauché comme principal employé local dans un cabinet juridique occidental. Ces individus ont dépassé en revenus leurs pairs qui possédaient 2 ou 3 fois leur qualification formelle, non pas en raison d'une intelligence supérieure, mais parce qu'ils détenaient une clé vitale qui ouvrait une porte essentielle pour l'économie émergente. L'enseignement tiré de cette situation n'est pas que les compétences linguistiques sont intrinsèquement magiques. Au milieu d'un effondrement systémique, la valeur d'une compétence particulière n'est pas déterminée par son coût d'acquisition, mais par la mesure dans laquelle les segments restants de l'économie en ont besoin. Alors que la demande de publication de physique nucléaire en langue russe avait disparu, le marché pour une personne capable de connecter Moscou et Londres restait entièrement accessible. De plus, en 1993, le segment survivant de l'économie avait adopté une orientation tournée vers l'extérieur. Les bureaux à travers Moscou furent occupés par des banques allemandes, des cabinets juridiques américains et des agences de conseil britanniques. L'économie russe, qui était auparavant axée sur l'intérieur, répondant aux besoins de ses propres ministères, industries et plans quinquennaux, s'était désormais réorientée vers l'extérieur. Les individus possédant la capacité de communiquer avec la communauté mondiale gagnaient une rémunération équivalente à ce qu'offrait la sphère internationale. Cela représentait le 5e aspect crucial, une compétence transférable. Une situation comparable est-elle plausible en Europe ou aux États-Unis ? La réponse franche est qu'une certaine itération de celle-ci est, en fait, déjà en cours. Le secteur manufacturier européen perd l'avantage énergétique qui permettait à ses produits d'être compétitifs à l'échelle mondiale. Les entreprises chimiques allemandes ferment leurs installations et délocalisent leurs activités de production vers les États-Unis ou les pays asiatiques. Les emplois industriels bien rémunérés, de classe moyenne, éligibles à la retraite et salariés, maintenus par ces usines, ne réapparaîtront pas sous leur forme précédente. Le Royaume-Uni a déjà vu disparaître la majorité de ses emplois manufacturiers.
dépendant depuis 2 décennies du secteur des services et des actifs immobiliers. En raison de retards de maintenance accumulés, le secteur de l'énergie nucléaire français est en déclin. Toute une génération de jeunes Italiens n'atteindra jamais les mêmes niveaux de revenus que leurs parents dans des professions identiques. Cette tendance est constante. Les structures qui soutenaient autrefois une existence de classe moyenne, de l'emploi à la retraite en passant par les générations suivantes, sont en déclin. Un employé administratif dans une grande métropole d'Europe occidentale, qui compte sur sa caisse de retraite, son salaire et sa couverture médicale pour assurer ses vieux jours, prend un risque. C'est le même pari que celui fait par un ingénieur soviétique en 1989. Le pari implique la conviction que le cadre dans lequel il évolue continuera de fonctionner à peu près dans son état actuel pendant encore une décennie et demie. Cela pourrait arriver. Néanmoins, les répercussions d'une erreur sont immenses. Le coût associé à l'atténuation des risques est minime. La leçon tirée de la Russie n'est pas que l'agriculture apporte la solution, ni que tout le monde devrait acquérir des compétences en soudure, ni qu'il faille retirer tous ses fonds de la banque immédiatement et cacher de l'argent chez soi. Ce que nous apprenons de la Russie, c'est que chaque adulte employé en 1989 croyait comprendre comment les 4 décennies suivantes de son existence se dérouleraient. Cependant, en 1995, presque aucune de ces prédictions ne s'est avérée exacte. Ceux qui ont le mieux réussi en 1989 n'étaient pas nécessairement dans les postes les plus prestigieux. C'étaient plutôt des individus qui avaient cultivé, parallèlement à leur vie professionnelle, une source d'approvisionnement alimentaire alternative, une forme d'argent supplémentaire, une source de revenus complémentaires et une existence parallèle ne dépendant pas de la pérennité d'une seule organisation. Cela incluait une parcelle de terre produisant des récoltes, une possession tangible indépendante des institutions financières, ou une compétence utile pour laquelle le nouvel ordre mondial compenserait. Également, un réseau d'individus qui leur étaient redevables, une expertise spécifique, la maîtrise d'une autre langue, une profession particulière ou une compétence de niche transférable à l'international. Ces éléments sont loin d'être inhabituels. Aucun d'entre eux n'aurait impressionné le comité de recrutement soviétique en 1985. Ces individus assuraient la subsistance, la chaleur et les vêtements de leur famille, contrairement à la classe professionnelle diplômée qui vendait ses livres dans la rue Arbat. Le détail le plus marquant de mon enquête est le suivant. Les datchas russes produisaient une part substantielle de la nourriture du pays, et ce, sur les terres les plus inhospitalières, y compris des pentes que les fermes d'État avaient délaissées et des parcelles rocheuses qu'aucun kolkhoze n'aurait pris la peine de cultiver. Cela a été accompli sans l'aide de machines, d'engrais chimiques, ni aucun soutien quel qu'il soit de la part des organisations qui avaient auparavant prétendu être responsables de nourrir la nation. Les outils qui ont sauvé la Russie dans les années 1990 étaient ceux que l'État soviétique avait jugés indignes d'attention. Une pelle, une pompe à eau manuelle, une réserve de devises, une connaissance de confiance et un guide linguistique. Un autre fait marquant est le suivant. Presque chaque récit de survie de cette époque commence avec un individu qui, en 1989 ou 1990, refusait obstinément d'accepter que des changements étaient à l'horizon. Ils continuaient de compter sur l'Institut, conservaient leurs économies à la Banque d'État, gardaient leurs roubles tels quels, et maintenaient leur conviction que le prochain versement de salaire se matérialiserait. Par la suite, il n'est pas arrivé. Pas plus qu'un deuxième, ni un troisième. En 1993, le monde d'avant avait disparu, et il n'avait rien créé pour le remplacer. Les Russes qui se sont adaptés le plus rapidement étaient ceux qui avaient commencé leur adaptation tôt, avant que cela ne devienne essentiel, et avant que le besoin ne soit évident. Ceux qui avaient créé un potager de pommes de terre en 1990, alors que l'Institut versait encore les salaires, ont gagné une année d'avance lorsque l'Institut a cessé ses paiements. Les individus qui avaient échangé leur premier rouble contre des dollars en 1991, quand le taux de conversion était encore favorable, ont réussi à conserver leurs économies. Ceux qui ont reporté l'action jusqu'à ce que la crise les submerge entièrement ont fini par payer le prix ultime de la crise. Il n'y a aucun avantage à être le dernier à s'adapter. Inversement, être un tant soit peu proactif apporte souvent des avantages. Ma dernière observation est la suivante. Le rouble est devenu sans valeur, la caisse d'épargne d'État a fait faillite, l'Institut a cessé de payer ses scientifiques et les exploitations agricoles collectives se sont effondrées. L'Armée rouge a vendu son armement à la ferraille. En l'espace de 6 ans,
Chaque institution qui avait façonné la société soviétique a simultanément cessé de fonctionner. Galina, en mai 1992, agenouillée dans la riche terre noire, n'était pas motivée par l'opposition ou des motifs politiques, mais par un esprit d'autosuffisance. Elle avait compris plus tôt que beaucoup que le système pourrait ne pas durer, et ainsi, elle avait, d'une manière modeste, arraché son destin à son contrôle. C'est la compréhension cruciale que la classe professionnelle n'a pas saisie. Non pas que le système était garanti de s'effondrer, mais plutôt qu'il avait le potentiel de le faire. Et quand cette éventualité s'est produite, leur seule sauvegarde consistait en tout ce qu'ils avaient établi indépendamment, en dehors de son cadre. Le passé ne garantit pas qu'un instrument spécifique offrira une protection lors de la prochaine crise. La seule garantie de l'histoire est que le gouvernement sera impuissant à vous secourir, étant donné que l'État lui-même est voué à l'échec. Le point crucial n'est pas de savoir si les organisations auxquelles vous faites confiance perdureront. Il s'agit de l'ampleur de votre dépendance envers elles lorsqu'elles s'effondreront inévitablement. Pour ne pas manquer la prochaine vidéo, veuillez vous abonner.